Ok, Gemini 2.0, c'est le tout dernier modèle en date de Google que Google vient de lancer tout récemment. On va en parler dans cette vidéo. On va parler de quelques points très importants que vous devez connaître par rapport à Gemini. On va parler aussi de comment est-ce que vous pouvez intégrer Gemini au sein d'une solution IA. C'est très important. Bref, ça sera en quelque sorte un guide pour vous pour pouvoir utiliser Gemini dans vos différentes solutions. Let's go. Ok, Gemini 2.0, c'est la version finale, la version définitive. Il y a quelques mois de cela, pour rappel, Google nous présentait la version preview du Gemini 2.0 pour nous mettre en quelque sorte l'eau à la bouche. Là, on a les versions définitives avec différentes variantes qui sont déjà disponibles au sein donc de l'application Gemini et sur le Google AI Studio. On va en parler tout de suite. On va parler aussi de la différence entre le Gemini, l'application en elle-même et le Google AI Studio parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui confondent les deux. Ok, on va explorer cet article qui parle en long et en large de Gemini 2.0. Elle date un peu cet article où on peut y voir déjà voilà quelques benchmarks, quelques scores liés donc au benchmark du Gemini 2.0 comparativement au Gemini 1.5 qui est sa version précédente et on voit que sur la plupart de ces benchmarks, notamment le code, parce que c'est la partie code qui m'intéresse moi généralement la partie code parce que j'utilise beaucoup les LLM pour générer du code, pour m'aider dans du code pour aller très rapidement. Donc voilà, côté code, on est sur du 92,9% et du 56,9% pour le Bird SQL. Donc ensuite on a le Live Code Bench, voilà, un benchmark de génération de code Python, donc où on a un score de 35,1% pour le Gemini 2.0 Flash, la version expérimentale. Autre point aussi qui pourrait potentiellement nous intéresser, c'est le raisonnement. En termes de raisonnement, on a un score de 62,1% contre voilà 51%, 59% pour les modèles comme le Gemini 1.5 et le Gemini 1.5 Pro. Ok, à part ce benchmark, il y a quand même quelques points clés que j'ai trouvé intéressants à partager avec vous. Le prix, le pricing, c'est très important. Lorsque tu crées une solution IA par exemple, c'est très important de connaître les prix par million de tokens, combien est-ce que tu vas dépenser lorsqu'une requête va être faite. Donc pour voilà, calculer un peu ou optimiser un peu les prix ou les LLM que tu devrais utiliser dans tes différentes solutions. Donc, c'est très important. Donc, la qualité versus le prix. Et donc, le cadran vert, ce sont les LLM parfaits, quoi. Les LLM qui, voilà, selon un rapport qualité-prix, sont très bien. Et donc, on a 4 LLM, rapport qualité-prix, qui sont excellents. Et donc, on a le DeepSeek R1 qui est le plus cher parmi elles toutes. Donc, le plus cher et qui est très performant à égalité avec la O3 mini, sauf que la O3 mini est moins chère que la R1. Donc, c'est pratiquement les mêmes performances sur le graphe. Et on a ensuite le Gemini 2.0 Flash qui est ici, qui est le moins cher et qui est plus performant que DeepSeek V3. C'est vrai que lorsque DeepSeek V3 sortait, on était vraiment épaté par les prix que nous proposait DeepSeek. Mais là, littéralement, Google a fait fort. Hein, voilà. On a donc un modèle qui est moins cher et qui performe mieux que la V3. Côté rapport qualité-prix, hein, voilà, c'est le modèle idéal qui match bien. Après, si vous êtes très regardant sur la performance, n'hésitez pas à aller sur de la O3 mini ou de la DeepSeek R1. À part ça, les prix en elles-mêmes, donc la rate limit, on a le tiers 1, le tiers 2. Ok, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'on veut dire ici par tiers 1, tiers 2, tiers 1 c'est le niveau de base, hein, voilà, qui c'est le niveau qui est adapté donc aux petites et moyennes applications. Si tu crées par exemple un MVP, c'est mieux de rester sur voilà un tiers 1. Avec le tiers 1, tu as moins de requêtes simultanées et moins de tokens à traiter par minute. Et voilà, comme je le disais, c'est idéal pour les MVP ou les petites applications. Maintenant, si ton application passe en mode voilà, application grande échelle, c'est mieux d'opter pour la tier 2 qui est beaucoup plus adaptée donc pour ce genre d'application, les applications à grande échelle. Donc avec le tier 2, tu as plus de requêtes simultanées et un traitement beaucoup plus rapide par token. Et en plus, la latence ici sur le tier 2 est minimale. Et donc en termes de requêtes en tier 1, on a 2000 requêtes par minute. Côté tier 1, 4 millions de tokens par minute traités. Et donc tier 2, bien sûr, c'est beaucoup plus élevé, c'est 5 fois plus élevé que voilà le tier 1 en termes de requêtes par minute et quasiment deux fois plus élevé en termes de tokens traités par minute. 10 millions de tokens par minute contre 10 000 requêtes par minute. Ensuite, on a le input pricing. Voilà, en termes de tokens en input. Donc, on est sur du 10 centimes par million de tokens pour les textes, les images et les vidéos. On est sur du 70 $ par million de tokens pour les audios en input. En termes de prix en sortie, en output, on est sur du 0,40 $ par million de tokens exclusivement pour le texte. Côté contexte caching, on est sur du 0,025 par million de tokens et on est sur du 0,175 par million de tokens pour les audios. Et là, le 0,025 par million de tokens ici, c'était pour les textes, les images et les vidéos. Je pense que vous avez toutes les informations devant vous. Et donc, ça sera disponible le 24 février
de cette année. Donc, de ce mois, ça sera disponible un peu plus tard ce mois, en fin de ce mois, ça sera donc disponible. En termes de contexte caching, storage, voilà, pour stocker donc voilà les contextes dans le cache. Donc il faut payer bien évidemment, c'est $1 par million de tokens et par heure aussi derrière. Pour ceux qui seraient un peu confus par voilà les termes contexte caching ou voilà contexte caching storage. Ok, je vous explique très rapidement le contexte caching. Donc là, je vais profiter pour mettre très rapidement le texte ici. Donc le contexte caching, c'est quoi? Donc quand tu chat par exemple avec une application, généralement voilà une requête est envoyée à l'API et dans cette requête là c'est l'historique, voilà l'historique, on va dire ça comme ça, l'historique plus ta requête à toi. Donc voilà, donc tu as l'historique plus ta requête à toi qui est envoyée donc à bien sûr l'API, qui est traité quoi, on va dire ça comme ça, qui est traité. Donc voilà, maintenant avec le contexte caching, l'historique plus la requête n'est plus envoyé, l'historique est stocké maintenant dans un cache, voilà, quelque part dans une petite base de données, hein, voilà, donc temporaire. Et là, lorsque tu requêtes désormais, c'est uniquement la requête qui est envoyée donc à l'API, voilà, tout simplement. Donc c'est uniquement ta requête qui est envoyée. Donc c'est une méthode pour optimiser les coûts en termes de requêtage au niveau des API. Pourquoi c'est très intéressant comme méthode? C'est que lorsque tu envoies par exemple l'historique de ton chat plus ta requête, le nombre de tokens en input, en entrée ici est énorme. C'est énorme, c'est énormissime. Donc pour réduire cela, le nombre de tokens que tu envoies à chaque requête, donc on stocke donc voilà l'historique dans un cache. Donc là maintenant ce n'est qu'uniquement la requête qui est envoyée vers ton API. Donc voilà, donc ce qui réduit énormément les coûts en termes de tokens. Et donc en ce qui concerne le contexte caching storage, vu que l'historique doit être stocké quelque part, voilà, il faut quand même payer donc pour le stockage, pour l'endroit où l'historique sera quand même stocké. D'où les $1 par million de tokens par heure stockés. Donc voilà à peu près pour les pricing, pour ceux qui voulaient comprendre ce que ça voulait dire, les différents termes qui sont utilisés dans les grilles tarifaires, voilà, des LLM. Donc voilà à peu près. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les poser en commentaire. De toutes les façons, je vais vous mettre à disposition aussi le PowerPoint, ma présentation dans la partie ressources, dans la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à intégrer la communauté si c'est pas encore fait. Donc j'ai jugé aussi très intéressant de vous partager aussi voilà ce graphe qui montre le degré d'hallucination. Donc de Gemini, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le mot hallucination ici, voilà, quand on dit qu'un LLM hallucine, c'est qu'un LLM donne des réponses erronées. Et là, ce graphe montre littéralement le taux de réponse erronée possible que pourrait produire donc voilà un LLM, ces ensembles de LLM qui sont présentés ici. Et donc on a le Gemini 2.0 Flash ici qui est à 0,7%, qui a un très faible taux comparativement aux autres LLM présents donc dans cette liste. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc il hallucine moins que voilà la plupart des modèles dispo sur le marché. Et ça c'est très intéressant à savoir. Et donc on va tester donc Gemini dans l'app. Je vous ai dit qu'il y a énormément de mises à jour de Gemini dans l'application Gemini et il y a pas mal de variantes qui sont très intéressantes que je vais vous présenter là maintenant. Switch sur l'application Gemini. Directement si vous allez sur l'application Gemini, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de variantes de la 2.0 ici. Déjà on a la 2.0 Flash classique qui est là. Ensuite on a la 2.0 Flash Thinking, voilà, qui a des capacités de raisonnement, qui raisonne en amont avant de te donner un résultat final. On a la 2.0 Flash Thinking adaptée maintenant à des applications que sont YouTube, Google Maps et le Google Search. Et donc littéralement ici ce qu'il faut savoir c'est un agent qui tourne derrière, c'est un agent qui tourne derrière et qui utilise des outils comme YouTube Maps et le Google Search pour vous répondre en quelque sorte. Donc on a opté pour la 2.0 Flash Thinking Experimental with App. En vrai le 2.0 Flash Thinking Experimental c'est la même chose, hein. C'est la même chose ici et ici, sauf que là on greffe voilà YouTube et Google Maps et le Google Search comme outil pour pouvoir enrichir l'expérience utilisateur sur Gemini. Donc on va aller là-dessus. Hein. Donc là, je lui ai demandé de m'aider à organiser un voyage sur Lyon, par exemple, et je lui ai demandé l'itinéraire des lieux à visiter, donc resto, lieux touristiques, etc. sur mon Google Maps. Donc là, il réfléchit en amont les steps. Donc voici le plan de sa réflexion. Donc tac tac. Donc il me propose déjà des lieux dans sa réflexion. Donc par la suite, il m'affiche la liste de ces lieux, bien évidemment, et leur localisation sur le Google Maps. Donc j'ai la localisation sous forme de lien, mais c'est pas véritablement l'affichage que je cherchais. Et donc je lui ai demandé par la suite, je remonte légèrement en haut, de me l'afficher sur le Google Maps. Donc parfois il peut déconner, parfois il peut ne pas directement intégrer le Google Maps dans votre réponse. Donc n'hésitez pas à lui rappeler ou à lui relancer là-dessus. Donc je lui ai relancé là-dessus et tout de suite il m'a affiché les différents lieux. Voilà, pap,
sur la carte. Donc voici les différents lieux que je pourrais potentiellement visiter si je vais par exemple voilà à Lyon, si j'ai envie de visiter Lyon. Ok, autre cas d'utilisation du 2.0 Flash Thinking. Voilà, avec les apps. Donc là, c'est beaucoup plus orienté YouTube. Donc voilà, je lui ai demandé de m'analyser ou de me donner en fait les points clés qu'a évoqué Booba pour créer voilà une chanson qui est tendance. Ok, le prompt c'était celui-ci dans le podcast CKO avec Balo. Quel conseil, excusez-moi pour la faute, hein. Je faute beaucoup. Quel conseil extrait pour faire de la bonne musique? Donc je lui ai demandé d'extraire voilà les conseils prodigués par Booba dans le podcast pour faire de la bonne musique. Voilà, il m'a extrait donc les points très importants que Booba a mentionné pour faire de la bonne musique dans le podcast, ainsi que la vidéo ici. Hein. Le podcast a duré 2 ou 3 heures de temps. Voilà, c'était quand même un long podcast. Et donc, il a pu extraire ces informations. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux utiliser ces bullet points là, les remodeler sous forme de prompt system par exemple pour créer une sorte de GPTs ou un agent qui puisse décrire des paroles de chansons qui respectent par exemple les différents points énumérés par Booba par exemple. Donc tu quittes d'une vidéo à un agent littéralement qui utilise les conseils ou les informations extraites de cette vidéo pour pouvoir être performant dans une tâche précise. Et ça, c'est game changer. C'est totalement game changer ici. Et donc, je suis allé un peu plus loin, hein, juste pour explorer. Donc, ce que ça donne côté vidéo, YouTube, Mistral, le chat, dernière mise à jour en date donc de la startup française. Donc j'ai essayé d'explorer un peu tout ça. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties sur le net. Donc il m'a synthétisé tout ça, bon, et il m'a donné donc quelques points saillants pour pouvoir me retrouver par rapport donc à ce qui se dit sur Mistral, les différents points importants à retenir sur Mistral, l'Europe qui régule, etc. Donc vous pouvez faire ce travail là tous les jours, vu que ça va très très vite dans le monde de l'intelligence artificielle. Vous pouvez venir sur votre Gemini Flash Thinking, l'utiliser directement, lui demander ok, quelles sont les différentes infos dans la sphère IA, donne-moi ces infos sous forme de bullet point par exemple, utilise ces bullet point là par exemple pour me générer un script pour une vidéo, utilise-les pour me générer par exemple un prompt système pour un agent par exemple. Donc voilà, il y a plein de use cases à n'en point finir. Ok, on va switcher sur le Google AI Studio pour vous montrer aussi voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser potentiellement ces modèles ici. Donc là vous avez le Gemini 2.0 Flash, vous avez le Gemini 2.0 Flashlight, voilà, qui date bien sûr du 5 février ici, le Gemini 2.0 Pro expérimental aussi du 5 février et le Gemini 2.0 Flash Thinking qui date du 21 janvier ici en version expérimentale. Donc voilà, vous avez voilà des nouveaux modèles donc de Gemini qui sont présents ici. Et donc le Flash Thinking, c'est ce qu'on a testé là avec voilà les différents apps qui viennent s'accoler, YouTube, Google Maps et puis Google Search. Donc vous pouvez la tester aussi ici. Vous avez une limite de près de 1 million de tokens ici. Donc je vous représente à peu près l'interface pour ceux qui ne seraient pas familiers au Google AI Studio. Là vous avez donc le choix du modèle. Là vous pouvez récupérer le code pour pouvoir l'intégrer potentiellement dans une application par exemple. Là vous avez donc le code ici avec voilà les différentes configurations ici. C'est beaucoup plus facile ici de récupérer le code. Si par exemple vous avez il y a une configuration qui marche bien pour une use case spécifique que vous avez testé sur le Google AI Studio, ce que vous allez faire c'est tout simplement copier le code avec les différentes caractéristiques ici, gain de temps énorme avec cela et voilà, vous allez tout simplement le tester sur votre éditeur de code tout simplement. Donc le Google AI Studio en gros voilà, c'est beaucoup plus technique, ça vous permet en quelque sorte de venir tester avec beaucoup plus de contrôle les différents modèles que vous pouvez trouver sur Gemini. Et je vais profiter pour parler de la différence aussi entre Gemini et Google AI Studio. Bon, c'est l'une des différences entre Gemini et Google AI Studio. Gemini, c'est une application grand public, un peu comme ChatGPT. Et le Google AI Studio, c'est un peu comme le playground de OpenAI. Vous voyez un peu le playground de OpenAI, c'est exactement la même chose. Là, vous avez un peu plus de contrôle. Par exemple, le prompt system, là, vous pouvez définir le prompt system que vous voulez. Alors que sur Gemini, vous pouvez pas forcément définir le prompt system de l'application, le méta prompt de l'application, le prompt ultime qui gère l'application. Je vais vous montrer tout de suite le prompt system du Gemini 2.0 with app. Vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai réussi à la récupérer, à l'intégrer dans mon Google AI Studio. C'est parmi mes discussions ici. Je vais vous la montrer tout de suite. Et donc voilà, vous pouvez mettre votre propre prompt system ici. Donc vous calibrez votre LLM comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez jouer sur la température. Or, sur l'application Gemini, vous pouvez pas jouer sur la température. La température est déjà prédéfinie au sein de l'application. Dans le code de l'application, on va dire ça comme ça. Et donc, vous pouvez pas faire grand-chose en ce qui concerne la température.
Et donc voilà, vous pouvez pas modifier la température à ce niveau. C'est pour cela que vous allez trouver dans certains cas le Gemini 2.0 de l'application Gemini moins performante dans certains cas que le Gemini 2.0 qui se trouve sur le Google AI Studio. C'est tout simplement parce que la configuration n'est pas pareille. La configuration n'est pas pareille, le prompt system n'est pas pareil, la température n'est possiblement pas pareille. En plus de cela, on peut exécuter du code. Là, vous avez une partie advanced et là, vous avez le safety setting où vous pouvez jauger, vous pouvez activer, désactiver certains points bloquants qui ne sont généralement pas abordés par les LLM sur des applications grand public comme ChatGPT. Donc voilà, haine, voilà, assaut, voilà. Je ne vais pas dire le mot, voilà, contenu dangereux, intégrité civique, ce genre de choses. Vous pouvez soit bloquer ou soit ne pas bloquer. Donc voilà, c'est ce type de contenu-là. Ce qui n'est pas possible du côté de l'application Gemini. Vous n'avez pas accès à tout ça. Donc le add stop séquence, il est là. Ensuite, le output length. Donc c'est le nombre de tokens que vous espérez avoir donc en sortie. Donc vous pouvez l'augmenter, la diminuer. Encore une fois, vous n'avez pas aussi la même mise sur voilà le nombre de tokens en sortie que vous pouvez avoir sur Gemini. Donc tout est caché, c'est une boîte noire en quelque sorte. Donc voilà, comme je le disais en amont, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai récupéré du prompt system de Gemini. Donc voici à peu près le prompt system de Gemini 2.0 app. Voilà. Et donc vous allez voir une chose, si je vais par exemple ici et je lui demande qui est Barack Obama. Donc là, je lui demande qui est Barack Obama. Donc là, tout de suite, il va utiliser donc une tools. Donc il va utiliser le Google Search. Il va chercher donc who is Barack Obama pour m'afficher donc la réponse. Vu que le tools n'est pas configuré, donc il y a une erreur d'exécution forcément. Ici, si le tools était configuré, on aurait eu immédiatement la réponse ici. Donc voilà. Et cela est dû au prompt system que j'ai intégré ici. Dans le prompt system, on lui spécifie que lorsqu'une question est posée, ok, utilise le Google Search pour pouvoir répondre à cette question. Donc c'est le prompt system qui fait tout le travail. Si j'enlève par exemple le prompt system ici, ou si je crée par exemple voilà une autre discussion par exemple, donc je lui dis qui est là, j'ai pas de prompt system ici. Bon, pour le cadrer ou pour le guider en quelque sorte. Donc là, je lui ai dit qui est Barack Obama. Donc les pensées, tout, donc là, sa réflexion directement, boum, boum, boum. Et là, il me donne la réponse directement. Il fait pas appel donc à l'outil ou aux tools en question. Donc là, vous venez de voir en grandeur nature l'importance du prompt system. Comment est-ce que le prompt system peut guider en quelque sorte un agent IA ou un LLM. De toute façon, je mettrai le prompt system que j'ai récupéré donc sur Gemini. C'est le prompt system du Gemini Flash Thinking Experimental with App que j'ai pu récupérer. J'ai essayé, bon voilà, de le hacker un peu et de récupérer un peu son prompt system pour voir le contenu de son prompt system et essayer de l'adapter ici et essayer de faire quelques comparaisons entre les résultats que j'ai ici et sur l'application. Ok, un énième test avec donc toujours ce prompt system. Donc quel est le resto le plus proche, le resto le chinois le plus proche, hein, excusez-moi pour le prompt, hein, voilà. Je lui pose la question quel est le resto chinois le plus proche de la tour Eiffel sur Map. Et donc là, on va essayer de regarder un peu sa réflexion. Côté réflexion, il dit qu'il va utiliser donc Google Maps comme outil. Voilà, il se réfère un peu voilà aux instructions dans le prompt system. Donc ensuite, il va chercher donc les différents restos chinois qui sont proches de la Tour Eiffel sur Map. Donc il va identifier donc les restos voilà issus de ses recherches. Et donc l'outil qu'il va appeler, le tool call ici, c'est le Google Map.search. Donc il va appeler donc le tools en question, donc le Google Maps.search. Et donc voilà, vu que le tools n'est pas configuré, l'outil n'est pas configuré directement, je l'ai pas configuré directement ici. Donc voilà, une erreur est bien évidemment générée ici. Donc voilà, vous avez un exemple grandeur nature ici. Maintenant, ça sera à vous maintenant de configurer les outils, les tools nécessaires pour pouvoir faire appel à cela. Et donc, ce qui est très intéressant avec ce prompt que j'ai utilisé, que j'ai récupéré de chez donc le Gemini 2.0 Flash Thinking, c'est que vous pouvez réutiliser ce prompt comme prompt exemple
Comme je le disais tantôt, le prompt, il va être dans la communauté. Si vous avez envie de récupérer le prompt, vous pouvez aller dans la communauté, dans l'onglet ressources, vous récupérez donc le prompt et vous pouvez donc vous amuser, commencer par vous amuser avec. Une fois que vous récupérez ce prompt, il peut vous servir de template pour créer un agent, ce qui nous amène directement, voilà, sur comment est-ce que vous pouvez intégrer Gemini 2.0 au sein d'une automatisation ou d'une solution IA. Par exemple, on va être bien évidemment sur voilà N8N, voilà, c'est l'outil phare en ce moment. Donc pour intégrer donc Gemini, tout simplement ce que vous avez à faire, c'est aller tout simplement dans la partie chat modèle en suivant ce template bien évidemment. Donc l'agent il est déjà créé, on suppose qu'on veut créer un agent dont voilà le modèle de base qu'on veut utiliser c'est Gemini 2.0. Donc on va cliquer sur Google Gemini Chat Model, donc tac, on clique dessus. Et ensuite, voilà, au côté credential, on aura besoin cette fois-ci de la clé API qu'on va générer maintenant dans Google AI Studio. Donc voilà, on va venir là, tout simplement créer notre clé API. Donc on clique sur Get API Key. Ensuite, on va cliquer sur créer notre clé API, le nom du projet. On va chercher My First Project. Voilà, My First Project. Stack, c'est bien. Ensuite, on va créer donc une clé API donc pour ce projet. Donc, on va créer, il me génère la clé API. C'est bon, il m'a créé la clé, je copie la clé, c'est celle-ci, celle qui a été créée aujourd'hui, 10 février. Tac. Une fois la clé récupérée, je vais tout simplement là. Ensuite, je fais un save, tac, c'est bon, tout est en ordre. Maintenant, vient le choix du modèle. Donc on a la 1.5 flash. On cherche donc voilà la Gemini 2.0 flash. Donc on va dire on cherche la 2.0 hein, voilà XP flash thinking. Donc voilà, c'est ce qu'on va sélectionner et le tour est joué. Donc là, on l'a sélectionné. Ok, on va cliquer donc sur l'agent directement pour paramétrer l'agent en question et donc on va rajouter maintenant le prompt système. Voilà, tac. Voilà, pour rajouter le prompt system, il faut tout simplement activer le require a specific output ici. Et ensuite, on peut rajouter, voilà, notre prompt system ici. On rajoute système ici, tac. Et là, par défaut, on a un prompt system qui nous est généré. Et ce qui va nous intéresser ici, donc c'est le prompt system que je vous ai présenté tantôt ici, que j'ai récupéré. Donc sur Gemini, sur voilà l'agent de Gemini qui te permet d'utiliser YouTube, Google Search et Map comme outils pour effectuer des recherches. Donc, ce que je vais faire, je vais recopier cela. Et comme je le disais tantôt, ça peut vous servir de template, par exemple, pour intégrer d'autres outils dans votre voilà automatisation. Tout simplement, si vous voulez créer un agent qui est très performant et qui utilise des outils à part YouTube, Google Search ou Google Maps, voilà, si vous avez des outils spécifiques, donc à intégrer, des tools spécifiques à intégrer au niveau de votre agent, il vous suffira juste de remplacer les parties où on parle de Google Search, YouTube, etc. par vos outils à vous. Donc vous avez déjà un très beau template ici qui va vous permettre de débuter dans la création d'un agent aussi performant que l'agent qu'on a sur donc Gemini, l'application en elle-même. Et donc là, vous copiez donc le prompt system ici. Boum, le tour est joué. Et on va tout simplement commencer par chatter. On va lui demander qui est notre Barack Obama. On va voir si ça marche. Et donc voilà, on a notre résultat ici. Barack Obama est un homme politique, qui est. Donc voilà, parfait. Donc je vais reprendre encore voilà le prompt que j'ai utilisé donc dans mon Google AI Studio, que j'ai recréé dans mon Google AI Studio. Donc là, boum, il est en train de travailler, de ruminer. On attend encore un peu. Vous voyez que c'est assez simple hein, d'intégrer voilà, un modèle de langage directement voilà, dans une automatisation, un workflow. En même temps, ça dépend du workflow. Ce workflow, il est assez simple. C'est le workflow basique pour vous montrer voilà, de base comment créer un agent. Maintenant, comment rajouter des tools. C'est autre chose, quoi. Tu vois, c'est autre chose. Mais c'est aussi simple que ça. Mais je ne l'ai pas encore présenté. Mais je prépare donc la masterclass N8N qui arrive très bientôt. Donc, restez câblés. Donc, voilà. Hop là. Donc, Agent Stop due to Max Iteration. Ok, on a maintenant une erreur. Je pense que l'erreur est due au fait qu'il n'arrive pas à trouver l'outil Google Maps pour pouvoir m'afficher donc le résultat. Donc là, boum, tout de suite on a l'output ici. L'action maintenant c'est d'utiliser maintenant le Google Maps. La première requête que je lui ai soumise, elle n'avait véritablement pas besoin d'utiliser le Google Search
puisqu'elle a déjà une base de connaissances. Donc, elle va puiser dans la base de connaissances. Là, maintenant, je lui impose maintenant d'aller chercher donc sur la map. Donc, voilà, il va chercher sur la map. Et voilà, il n'arrive pas à utiliser, il n'arrive pas à trouver l'outil ou la tools ou le tools Google Maps. Et ce qui fait qu'il plante, quoi. Ce qui fait qu'il plante, il n'arrive pas à trouver voilà l'outil, et donc il itère. Et comme il y a un nombre d'itérations fixe, donc voilà, le nombre d'itérations a été atteint et donc voilà, il n'a pas pu me renvoyer la réponse. Et donc pour pallier à ce problème, il faut rajouter un tools ici qui va faire office du Google Maps.search ici. Et l'agent va refonctionner de plus belle, voilà, selon la requête que vous lui soumettez ici. Donc voilà, c'était pour vous montrer tout simplement que grâce au prompt système de Gemini, vous pouvez avoir un modèle de base qui va vous servir pour pouvoir créer donc un agent avec un prompt système similaire à celui de Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental with Apps. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez intégrer donc Gemini au sein d'une automatisation, et une automatisation peut vous servir aussi de back-end pour voilà un SaaS. Il y a par exemple aujourd'hui pas mal de personnes, pas mal d'utilisateurs no-code, de développeurs no-code utilisent N8N comme back-end de leurs différents SaaS. Donc N8N, votre automatisation N8N peut vous servir littéralement de back-end. Vous avez fait votre automatisation, tout ce qu'il faudra, peut-être pas la suite, c'est juste venir y poser un front-end, un beau front-end, et puis le tour est joué, tout le monde sera bluffé. Autre moyen aussi de pouvoir intégrer Gemini 2.0 au sein de votre automatisation, par exemple, c'est OpenRouter. OpenRouter donc héberge donc les modèles Gemini 2.0 Flash Thinking. Ici, vous pouvez utiliser le Gemini 2.0 Flash Thinking et l'intégrer directement au sein donc de votre automatisation ici, au lieu de forcément passer par le Google AI Studio. Parce que généralement, ce qui embête les gens ici lors de la création de la clé API ici, c'est la création du projet. La création du projet est assez simple, hein. C'est pas vraiment compliqué, mais il faut aller sur l'interface du Google Cloud pour créer le projet. Lorsque je clique ici, par exemple, j'ai voilà pas mal de projets que j'ai créés dans mon Google Cloud. Donc c'est assez simple d'aller créer des projets dans Google Cloud, mais énormément de personnes ont peur de l'interface de Google Cloud. Ils disent ah non, ça fait trop peur, c'est trop technique. Et donc pour pallier à cela, pour éviter voilà, pour vous éviter tout ces tracas, le moyen le plus simple de pouvoir intégrer Gemini, c'est avoir OpenRouter, une seule clé API, et vous faites appel donc au modèle ici. En plus de cela, si vous êtes habitué à utiliser le SDK de OpenAI, le module de OpenAI, voilà, c'est une aubaine littéralement, parce que vous pouvez utiliser donc le module d'OpenAI pour intégrer donc tous les modèles de OpenRouter. Donc vous utilisez OpenAI pour intégrer un modèle de Google. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'ai brossé en long et en large ce qu'on pouvait potentiellement faire avec Gemini, les différentes facettes de Gemini. S'il y a des points que j'ai pas évoqués, n'hésitez pas à les mentionner en description. Je ferai potentiellement une partie 2 pour vous éclaircir certains points. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Mr. OP. Peace out.